Je vous souhaitais la bienvenue à toutes et tous. Je vous remercie de vous être inscrits pour ce temps d'échange qui vise vraiment à vous présenter un certain nombre d'outils qui ont été développés à travers un travail collectif, un groupe de travail que nous avons mené, piloté à l'Agence bretonne de la biodiversité durant 3 ans, qui s'intitule Renforcer les collaborations entre gestionnaires et chercheurs. Mais on va également donner la parole à trois intervenants pour aussi vous faire la démonstration de la manière dont certaines collaborations peuvent se mettre en œuvre entre acteurs de la recherche et gestionnaires d'espaces naturels de différentes manières, sous différents angles, voilà, dans différents formats. Et puis, on vous donnera également la parole pour recenser un peu vos besoins à vous, gestionnaires d'espaces naturels, mais aussi acteurs de la recherche, autour de projets, de thématiques, peut-être aussi d'accompagnement pour monter et suivre différents projets de recherche-action dans les espaces naturels bretons. Alors, je vais revenir sur le diaporama. En fait, on va revenir un petit peu sur le contexte. Je vous rappelle rapidement l'ordre du jour. Donc, je vais revenir sur le contexte un petit peu qui a donné lieu à cette initiative de webinaire. Je vais revenir très rapidement. Et puis, ensuite, Charlotte prendra la parole pour vous présenter une étude qui a tiré des enfin, qui va faire un petit peu un retour sur les apprentissages tirés d'expériences de collaboration passées entre gestionnaires d'espaces naturels bretons et la recherche. Elle vous présentera aussi un outil qui s'intitule l'annuaire des acteurs de la recherche-action dans les espaces naturels bretons, qui est vraiment à destination des gestionnaires aujourd'hui. Et puis, on vous donnera la parole, donc, comme je le disais, à travers 3 partages de retours d'expérience et puis des temps de questions-réponses pour chaque. Et également une remontée des besoins de gestionnaires sur vos projets en matière de recherche. Alors, je reviens très rapidement sur le groupe de travail que nous avons piloté à l'agence entre 2022 et 2024, qui se poursuit aujourd'hui plutôt sous forme d'une cellule de suivi avec quelques membres du groupe de travail volontaire pour suivre les projets de recherche-action qui se déroulent dans les espaces naturels bretons. Donc, l'objectif de ce groupe de travail qu'on a engagé en mai 2022, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait optimiser cette interface science-gestion en Bretagne et comment est-ce qu'on pouvait renforcer, tisser de nouvelles collaborations entre gestionnaires et chercheurs. Alors, plusieurs d'entre vous, là, présents à ce webinaire, étaient membres de ce groupe de travail et étaient là au moment du lancement de ce GT. On avait passé un certain nombre de réunions en fait, à des chantiers et puis ensuite à les mettre en œuvre sous forme d'études, sous forme de création d'outils et sous forme aussi d'événements. Donc, je vais y revenir. L'objectif aussi, c'était de pouvoir faire émerger de nouveaux projets de recherche. Donc, évidemment, avant d'arriver à cet objectif, on a un peu balayé, on a fait aussi un peu l'état des lieux de l'existant en Bretagne. Donc, c'est aussi une initiative qui est pour l'instant assez originale, qui ne s'est déroulée que en région Bretagne. On est en comment dire, on travaille en collaboration avec d'autres agences régionales de la biodiversité et également avec l'Office français de la biodiversité au niveau national, qui s'inspire aujourd'hui des travaux qu'on a pu monter à travers ce groupe de travail, notamment au titre de la stratégie aire protégée, puisque c'est un des objectifs de cette stratégie de renforcer ces collaborations entre gestionnaires et chercheurs. Et la méthode finalement déployée à travers le groupe de travail en Bretagne est plutôt novatrice et inspirante pour d'autres régions et pour l'OFB au niveau national. Ça, c'était aussi pour resituer un peu le contexte et la manière dont aujourd'hui on interagit ou avec nos homologues ou avec l'OFB. Donc, entre 2024, et là on va revenir justement sur ces outils, on a pu lancer la création d'un annuaire des acteurs de la recherche-action dans les espaces naturels bretons. On a pu plancher sur une étude qui visait la manière dont les conseils scientifiques des aires protégées bretonnes
fonctionnaient et de quelle était leur composition. Et donc en acteurs de la recherche, en experts, et la manière dont voilà, ces conseils scientifiques se déroulaient également. On a pu organiser un événement qui visait à réunir gestionnaires des espaces naturels bretons et acteurs de la recherche. Donc ça, c'était en octobre 2023. Et puis, suite à cette rencontre, faire une analyse de la plus-value d'un tel événement en fait sur un territoire tel que celui de la Bretagne et quelle suite on pouvait en donner. Justement, suite à cet événement, il a été décidé d'engager une campagne de recensement des besoins entre gestionnaires et chercheurs. C'est une enquête que vous avez peut-être vu circuler, à laquelle certains d'entre vous ont répondu également, qui nous a permis d'identifier, on a eu, je crois, une cinquantaine de retours, de réponses, avec des projets, des besoins assez variés, que l'on a analysés. Et on est revenu vers plusieurs personnes qui avaient ou des besoins communs ou des besoins proches, entre soit entre gestionnaires et chercheurs. Et ça nous a permis aujourd'hui quelques nouveaux projets de recherche-action et même de participer à leur émergence et à leur lancement. Et puis, on avait engagé donc une étude aussi des expériences de collaboration entre gestionnaires et chercheurs dès 2023. Et les résultats de cette étude que va vous présenter Charlotte ont été analysés entre 2024 et 2025. Alors, tous ces travaux, parce que c'est assez dense, on va revenir que sur certains d'entre eux aujourd'hui. Ils sont résumés à travers une actualité enfin un article qui est en ligne sur le site de l'Agence bretonne de la biodiversité. Vous aurez le diaporama suite à ce webinaire et voilà, vous aurez le lien vers cet article qui récapitule les 2 premières années de travail collectif entre gestionnaires et chercheurs. Et puis, en fin de diaporama, on vous renvoie aussi vers une nouvelle actu, un nouvel article que l'on a mis en ligne hier et qui revient un petit peu plus en détail sur les résultats justement de cette enquête sur les collaborations entre gestionnaires et chercheurs à l'échelle de la Bretagne et également sur l'outil qu'est l'annuaire et sur justement cet état des besoins aujourd'hui de collaboration ou de projet entre gestionnaires et chercheurs. Alors, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à lever la main. On vous demande sinon de couper plutôt vos micros. Vous pouvez laisser vos caméras en route, il n'y a pas de problème. Et voilà, on prendra des questions au fur et à mesure, on va y faire attention. Donc, n'hésitez pas et je vais passer la parole à Charlotte pour la suite. Donc bonjour à tous. Effectivement, en fait, on n'a encore jamais présenté à un plus large cercle que celui du groupe de travail les résultats de cette enquête, qui est un travail de longue date, vu qu'il a été engagé en 2022 avec le groupe de travail et qu'il a été finalisé seulement en février 2025 grâce à un atelier collectif d'un master de Rennes 2. Voilà. Est-ce que du coup, je pense que c'est toi qui drive. Ouais. Ce travail, donc en plus de l'article qui, comme ce que je vais faire aujourd'hui, résume quelques résultats, finalement, c'est quand même un travail d'ampleur. On a à l'ABB un rapport détaillé de l'étude pour les personnes que ça peut intéresser. Il a aussi été produit une synthèse graphique dans laquelle j'ai pioché là ce qu'on va vous montrer juste après. Donc 3 pages de résumé de quelques résultats. Et puis, on a un PowerPoint qu'ils avaient présenté le jour de leur présentation à la fin de l'étude. Alors, le contexte de l'étude, l'idée de cette étude, c'était vraiment d'éclairer les freins et les leviers des collaborations entre gestionnaires et chercheurs et sur la base d'une analyse de retour d'expérience en Bretagne, retour d'expérience de collaboration entre gestionnaires et chercheurs. L'enquête, elle avait été créée par le groupe de travail, donc un groupe qui réunissait gestionnaires et chercheurs, avec la mobilisation de différents profils de chercheurs en sociaux pour nous aider à monter cette enquête. Ça, c'était en 2023. Et en fait, les étudiants en 2024-2025
ont récupéré les résultats de cette enquête, ainsi que l'enquête, ont continué à faire circuler cette enquête et à la remplir pour compléter les profils qu'on n'avait pas réussi à avoir pendant la première diffusion de l'enquête. Et ils ont complété aussi les données avec de la donnée plus qualitative et des entretiens qualitatifs auprès d'une dizaine de gestionnaires et de chercheurs bretons. Donc, c'est à partir de ça, tu peux passer à celle d'après, voilà, qu'on a réussi à avoir. Donc, le questionnaire, c'était 26 questions. C'était assez rapide, finalement. Ça permettait de décrypter, de décortiquer les aboutissants des collaborations côté autant gestionnaire que chercheur. On a pu avoir 39 enquêtés répartis entre 19 gestionnaires, 19 chercheurs et un profil gestionnaire et chercheur à la fois. Et tout ça, vu que chaque enquêté pouvait décrire plus d'une collaboration, il pouvait décrire jusque 3 collaborations, je crois. Ces 39 enquêtés nous ont permis de récupérer de la donnée sur 50 collaborations en Bretagne. Donc, de quoi on parle exactement pour ceux qui n'auraient pas encore suivi les travaux du groupe? En fait, par collaboration, on entend une relation de travail délibérée entre les deux parties prenantes que sont les gestionnaires d'un côté et les chercheurs de l'autre, où chacune des parties prenantes a des bénéfices à mener à bien le projet et où chacune des parties prenantes aussi a quelque chose à apporter au moins à une étape du processus de recherche. Les formes que peuvent prendre les collaborations, c'est à la fois des choses comme la réponse à un appel à projet régional, national, européen. On verra après que c'est plutôt ça, un cadre formel avec un financement à la clé. Ça peut être aussi des collaborations sous la forme de co-encadrement de stages, co-encadrement de thèses entre gestionnaires et chercheurs. Des partenariats plus informels, souvent de longue date, on verra ça aussi juste après. Ou encore, c'est des exemples, il y en a d'autres, hein, mais de la co-organisation d'un événement qui mêle gestionnaires et chercheurs. Alors, tout ce qu'on va vous livrer là comme résultat, c'est vraiment à partir de ces 50 collaborations décrites dans l'enquête. Tout d'abord, les thématiques qui ont été abordées le plus par les recherches-actions décrites, c'est des thématiques en premier lieu autour des habitats naturels et l'état écologique des écosystèmes sur leur fonctionnement. Donc, les collaborations portaient surtout là-dessus, et avec les milieux aquatiques et côtiers qui sont très représentés. Arrive en second poste des collaborations autour de l'étude des activités humaines et l'exploitation des ressources naturelles. Et puis, en troisième poste thématique, les questions qui sont autour des conflits d'usage et de la gouvernance dans les espaces naturels bretons. On note aussi, le petit schéma le montre à droite, on n'a eu qu'une collaboration décrite qui était sur la thématique des changements climatiques. Donc encore peu abordé, mais bon, c'est aussi un sujet d'actualité qui va sûrement, qui est en cours d'émergence dans les projets d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis ici la carte des collaborations décrites parce qu'après, on va décrypter un peu sur quel type d'espace naturel et tout ça arrive. Mais ça permet de voir un peu sur les 50 collaborations où est-ce qu'elles sont en Bretagne donc spatialement, mais aussi les statuts de protection qui sont concernés par ces collaborations. Et si on passe à la diapo d'après, c'est le premier. Donc, on a, parmi les 50 collaborations décrites, la plupart, enfin une grosse partie concernait des sites Natura 2000. Et puis, en deuxième poste arrivent les réserves naturelles nationales et régionales qui représentent aussi beaucoup d'espaces naturels concernés par les collaborations gestionnaires-chercheurs. On posait aussi la question de qui était à l'origine de l'émergence des collaborations.
Et dans les réponses, on voit que majoritairement, c'est des collaborations qui émergent un peu conjointement, souvent par des relations qui se sont créées en amont entre gestionnaires et chercheurs. Et que finalement, juste après, arrivent plutôt les collaborations qui sont à l'initiative des gestionnaires. Donc plutôt un gestionnaire qui va formuler sa question et qui va, par un moyen ou un autre, amener les chercheurs à s'y intéresser. Concernant les financements qui sont mobilisés, ou parfois il n'y a pas de financement aussi, on le verra, mais dans toutes les collaborations décrites, la majorité, plus de la moitié en tout cas, était financée, surtout par des fonds européens, des financements de l'Adréal, des financements type OFB, Fondation de France, conseils départementaux. Donc, dans toutes les collaborations financées, finalement, il y a 80% qui sont financés par du public et seulement un petit 20% par du financement privé. Et puis, il y a un certain nombre de collaborations qui ne relèvent d'aucun cadre formel, on en parlait juste avant, et qui sont, donc là, ça représentait à peu près 20% des collaborations décrites sur les 50. Et là, souvent, c'est le résultat d'un partenariat de longue date qui, du coup, est plutôt basé sur de l'autofinancement. Donc, ça, c'est un petit peu la question. C'est très résumé ce qu'on vous livre ici et vous n'hésiterez pas à nous demander le rapport complet si ça vous intéresse de regarder plus en détail. Mais la question qu'on se posait initialement, c'est qu'est-ce qui permet de faire en sorte qu'une collaboration entre gestionnaires soit réussie? Et du coup, on posait cette question pour chaque collaboration décrite. Et les réponses étaient plutôt, en tout cas, les répondants estimaient les expériences en majeure partie réussies, voire très réussies. Donc pourquoi ils trouvaient que c'était réussi? Parce que les résultats qui étaient attendus étaient atteints, parce que il y a eu des productions livrables autant sur le volet gestionnaire que sur le volet scientifique. Du coup, les deux parties prenantes euh, finalement arrivent à leur fin aussi. Et puis, il y a d'autres éléments qui ressortaient sur ces aspects de pourquoi c'était réussi. Parce que ça peut aussi permettre de sensibiliser les acteurs à des sujets sur lesquels peut-être il n'y avait pas encore beaucoup de matière. Le sujet de l'apaisement des controverses aussi par l'apport d'une parole scientifique a aussi été mentionné comme un facteur de réussite de ce type de collaboration. Parmi les facteurs de réussite, il y a quelque chose qui est vraiment ressorti, et c'est pour ça qu'on l'a mis en gras là, c'est que pour que ça marche, il faut que la relation de confiance entre le gestionnaire ou l'équipe gestionnaire et le chercheur ou l'équipe des chercheurs soit vraiment instaurée et qu'une bonne communication entre les parties prenantes soit aussi en place. Ces deux facteurs vraiment ressortaient comme primordial dans les facteurs de réussite. Dans les freins aux collaborations, sans grande surprise non plus, arrive le sujet du manque de temps, parce que dès lors qu'on collabore, qu'on monte un projet avec un monde qu'on connaît, ça demande plus de discussions, plus d'échanges, une bonne communication, ça prend du temps. Et puis, le manque de moyens humains et financiers, mais qui est aussi lié au manque de temps finalement. Ça, c'est j'ai remis la 3e page du document graphique qu'a produit les étudiants, qui va un petit peu plus loin sur les leviers de réussite des collaborations sur la gauche, sur les freins aux collaborations aussi sur la gauche. Et puis, ils sont allés vers une série de recommandations pour des gestionnaires ou des chercheurs qui aimeraient entamer une collaboration sur un espace naturel, une collaboration qui réunit des gestionnaires et des chercheurs. Et du coup, ces recommandations, elles
elles sont les suivantes. L'idée de solliciter l'accompagnement de l'Agence bretonne de la biodiversité parce que grâce à ce groupe de travail, on a des outils. Et puis, il y a quand même 2 ETP entre Maud et moi complémentaires sur le sujet qui permet un accompagnement complet et assez poussé s'il y a une demande. L'idée de prendre en compte les besoins opérationnels des gestionnaires et c'est vraiment de partir de la question gestionnaire pour formuler le projet de recherche qui permet de mener un projet réussi. Une autre recommandation, c'est cette idée de bonne communication, de la mettre en place dès le début et de participer du coup à bien mettre en place des temps d'échange et de rencontres réguliers entre les parties prenantes. Une 4e recommandation plutôt sur l'annuaire, mais on va le développer juste après. Je vais vous montrer un peu son contenu. Il est aussi ressorti cette idée de positionner dans la collaboration, en tout cas dans le montage d'un projet ou d'une collaboration, le rôle d'un médiateur, une médiatrice qui permettrait de faciliter les échanges et de fluidifier du coup tout le processus de recherche tout au long du projet. Et puis, l'idée de bien définir les rôles de chacun pour qu'il n'y ait pas d'empiètement des activités des uns sur les autres et que ce soit vraiment réparti d'une manière claire sur qui fait quoi aux différentes phases du projet. Je crois que c'est tout pour les résultats. Je vais aller peut-être un peu vite. Je ne sais pas si sur ces premiers éléments, autant sur la méthode que sur les résultats, les recommandations, il y a des questions. Oui, alors, il y a Christine qui... alors, Jean-François d'abord, ensuite Christine. Vas-y, Jean-François. Merci Charlotte pour cette présentation. Juste une petite remarque sur les nombres par type d'aire protégée. Dans la méthode, s'il y a une trentaine de sites Natura 2000 en Bretagne, 30 peuvent répondre pour leur site, donc une possibilité de score à 30. Si on a 4 départements qui travaillent sur des ENS, ils ont la possibilité de présenter 3 collaborations, donc un score maximal à 12. Donc forcément, ils sont sous-représentés. Puisque là, je vois, il y a 5 pour les ENS, nous rien qu'en Ille-et-Vilaine, on en a plus que 5. Mais on était limité par un nombre dans le questionnaire, donc c'est pas tout à fait représentatif de la... C'est pareil pour les PNR, forcément il y en a que 2, puisqu'à l'époque, avec 2 PNR, ils ne pouvaient pas en présenter plus, quoi qu'ils auraient pu faire 6. Complètement. Mais voilà, dans le calcul, il y a un petit biais. En fait, on n'a vraiment pas cherché l'exhaustivité dans cette enquête parce qu'on savait que c'était trop compliqué. Et ça, c'est les résultats des collaborations décrites. Mais on a aussi d'autres résultats parce qu'on demandait à chaque à chaque répondant de nous dire un peu tous les espaces naturels sur lesquels ils avaient eu des collaborations. Et seulement après, on leur demandait d'en décrire 1 à 3 collaborations. Du coup, on a aussi des chiffres qui représentent un petit peu plus où est-ce que les collaborations atterrissent en Bretagne, mais ça reste 39 réponses. On n'a pas cherché l'exhaustivité et je pense que poser ces résultats-là permettent aussi de comprendre la suite, même sur les facteurs de réussite et tout, ça concerne un échantillon qui n'est pas représentatif totalement de ce qui se passe en Bretagne, on en est bien conscient. Mais merci pour ta remarque qui est complètement justifiée. Christine ? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, Très bien. Okay. Donc Christine Bess de Bretagne Vivante, c'est peut-être une question naïve, c'est sur la dernière diapo que vous avez présentée là avec le visuel là sur les résultats du travail. Ouais, juste celle d'avant. Je voulais savoir, est-ce que du coup, suite à ce travail et à ces recommandations, est-ce que vous auriez créé une fiche type en fait du style, on veut mettre en place, enfin nous on est association, on veut mettre en place un projet de collaboration, de pouvoir un peu avoir un espèce de modèle, des trucs à suivre sur ce qu'on doit faire ou pas, ou il faut lire tout le rapport en fait pour avoir ce genre d'outils.
Non, c'est vrai que pour l'instant, c'est arrêté à ce document graphique qui rapporte un peu les résultats, résume quelques résultats de l'étude et cette demi-page finalement qui donne des recommandations. Dans l'actu aussi, on rappelle ces recommandations. Mais c'est vrai que pour lire le détail des recommandations, en tout cas, il faut aller dans le rapport. Et il y a peut-être quelque chose à imaginer dans l'année à venir. Moi, j'ai suivi de loin, donc je suis peut-être un peu innocente dans ma question, mais c'était juste parce qu'en fait, je trouvais ça hyper intéressant. J'essayais de voir le côté mise en application assez direct. Et du coup, je me disais, bon, bah voilà, si je me lance dans le truc, est-ce qu'il y a déjà un document type où je suis en gros le guide ou est-ce que je prends le rapport et puis je fais moi-même mon guide, quoi. Après, je ne suis pas sûre que le rapport soit un bon outil opérationnel parce que du coup, ça décrit toute l'étude et à la fin, il y a une partie sur les recommandations où il y a un petit bloc, paragraphe sur chacune des recommandations, mais ça reste court et puis les étudiants ne l'ont pas tourné à destination d'un lecteur gestionnaire ou chercheur, c'était plutôt ça reste un rapport étudiant. Donc, je pense que c'est très intéressant comme remarque et peut-être nous, je suis pas sûre que ça demanderait un travail énorme que d'imaginer un format diffusable qui soit un petit peu plus opérationnel pour les gestionnaires en tout cas. Ça rejoint un peu une réflexion de départ du groupe de travail qui était d'aboutir presque à une méthodologie type et un peu idéale comment dire, de la mise en œuvre de collaboration entre gestionnaires et chercheurs avec effectivement un certain nombre de recommandations et de choses à vérifier, en fait, de points à vérifier, que ce soit au niveau de la retranscription de l'idée de départ en problématique scientifique jusqu'aux modalités d'accompagnement, à la recherche de financement, au suivi du projet, à la valorisation des livrables. Et en fait, on n'a pas été jusque-là, on n'a pas été jusqu'à cette formalisation pratique et méthodologique qui me semble qui te pose question justement, Christine, et qui sans doute pourrait être utile. Et c'est vrai qu'avec les éléments aujourd'hui qu'on a, on pourrait probablement y travailler en fait et proposer un premier document qui serait évolutif, améliorable. Après, il y a d'autres choses qui ont été faites au niveau national. Je pense au travail d'Isabelle Arpin 2017. Enfin, il y a des rapports qui existent qui sont un peu plus anciens qui traitaient de cette question aussi des liens entre gestionnaires et chercheurs à travers des projets de recherche. Donc, il y a des choses aussi à tirer de la bibliographie. On n'a pas non plus tout inventé. L'initiative régionale est nouvelle. En tout cas, telle qu'elle a été menée avec le travail, collectivement avec les membres du groupe de travail et les études qui ont pu en découler. Mais voilà, il y a des choses aussi qu'on pourrait aller piocher entre ce qu'on a pu observer nous et ce qui est ressorti et la bibliographie déjà existante. Donc moi je pense qu'on prend ta question comme un besoin, justement. Quand on vous donnera la parole, ce type de besoin, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est assez pratico-pratique et c'est pas que les besoins qui concernent des sujets thématiques ou voilà, ça typiquement c'en est un. Donc on le note. Merci. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite de la présentation? Ok, on va continuer. Ça arrivera peut-être après. Donc, la deuxième chose qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est cet outil, l'annuaire des acteurs de la recherche-action, qui est vraiment un outil à destination des gestionnaires, mais qui peut être utilisé aussi par d'autres types d'acteurs. C'est un outil qui est ouvert. L'annuaire, il a été aussi élaboré, chaque partie des fiches remplies pour les structures, pour les contacts, tout ça, ça a été travaillé avec le groupe de travail qui réunissait gestionnaires et chercheurs. Et l'annuaire présente deux parties. Une première sur les structures, du coup de recherche et de tiers secteur de la recherche. On va aussi, on n'est pas que sur la présentation d'acteurs de la recherche académique, mais aussi ceux qui relèvent pas de la recherche académique, mais qui mènent des projets avec des méthodes scientifiques et du coup qu'on appelle le tiers secteur de la recherche. Donc,
ça, c'était la première partie sur les structures, du coup. Et la deuxième, c'est plutôt sur directement les contacts chercheurs, parce qu'on sait bien qu'au sein d'une structure, tout le monde n'est pas forcément concerné par ces approches, recherche-action, biodiversité. Et du coup, on a décidé d'aller à l'échelle des contacts pour que ce soit plus opérationnel. Alors, c'est bon. Donc, ce que je vous présente là, c'est juste ce qu'il y a actuellement dans l'annuaire. Ce n'est pas tellement son fonctionnement et compagnie. Vous pourrez vous-même aller sur la page et explorer un petit peu, mais ni la méthode d'élaboration. Ça, c'est décrit dans les articles qu'on a déjà publiés sur notre site. Là, c'est vraiment le contenu de l'annuaire pour que vous ayez bien en tête de ce qu'on peut y trouver. Donc, sur la partie structure, on a aujourd'hui 67 structures et laboratoires qui sont recensés dans l'annuaire. Donc, 33 laboratoires de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle recherche académique. Donc, comme vous connaissez sans doute Ecobio, GeoArchi, Amur, des labos l'Ifremer comme Dineco, enfin, plein de labos de recherche. 21 structures du tiers secteur de la recherche. Donc là, ça peut être des associations, des chercheurs indépendants qui ont leur structure, etc. Il y a aussi dans cette partie de l'annuaire 7 structures à l'interface entre gestionnaires et chercheurs, 4 observatoires et un groupement d'intérêt scientifique qui est, je crois, le CRECEB. Les champs disciplinaires associés à ces structures se dispatchent entre les sciences de la vie, pour la plupart, les sciences sociales pour une bonne partie, les sciences appliquées, ça peut être l'halieutique, ça peut être l'agroalimentaire ou les sciences de la pédagogie, par exemple, et 5 structures ou labos en géosciences. Et au niveau de la répartition spatiale, on est beaucoup, tu peux passer, ouais. Entre le Finistère, et du coup le pôle brestois-plousanais, disons, et l'île avec le pôle rennais et ses universités. Il y a aussi quelques structures en Côte d'Armor et dans le Morbihan. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, vous pourrez aller regarder. Donc maintenant, on passe dans la seconde partie de l'annuaire où là, on est plus sur les contacts des chercheurs et chercheuses bretons et bretonnes. Aujourd'hui, il y a 150 chercheurs dans cet annuaire, mais tous n'ont pas rempli leur fiche. Parce que vous allez voir, en fait, on peut parcourir la liste par ordre alphabétique des chercheurs. Mais quand on clique sur les chercheurs, tous n'ont pas rempli leur fiche parce que c'est vraiment des fiches qui sont remplies par les chercheurs eux-mêmes. Donc seulement ceux qui sont venus sur l'annuaire et qui ont cliqué sur leur petite page, sur le petit crayon et qui ont rempli leur fiche, on a les informations que sur ces chercheurs-là. Sachant que tous ceux sur lesquels on n'a pas de profil renseigné, c'est des chercheurs identifiés par l'ABB comme des chercheurs de la recherche-action qui ont été contactés par mail une ou deux fois, disons, et qui n'ont pas spécialement fait la démarche. Donc, ça donne aussi un peu d'infos peut-être sur l'investissement potentiel de ces autres chercheurs-là. Voilà. Sur les disciplines représentées par les chercheurs, donc là, on n'est que sur les chercheurs qui ont renseigné leur profil. Il y en a 39 en sciences de la vie, qui recouvre du coup l'écologie, la botanique, la biologie, la zoologie. On reste pas mal dans ces disciplines-là liées à la biodiversité, évidemment. 32 en sciences sociales, donc il y en a quand même beaucoup, ce qui est assez intéressant pour nous et les sujets qui se posent en Bretagne. 14 en géosciences et 13 en sciences appliquées que je décrivais tout à l'heure. C'est assez descriptif, mais on se disait que ça donnait une bonne idée. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc, sur les habitats d'intérêt de ces chercheurs, qui est un filtre par lequel on peut aussi rentrer, on voit que, en fait, énormément d'habitats et presque tous les types d'habitats bretons sont couverts par un ou plusieurs chercheurs.
Par exemple, sur les habitats côtiers, on a 25 chercheurs qui sont identifiés. Ou sur les forêts, on a 11 chercheurs qui se sont identifiés. Donc pareil, c'est eux qui ont rempli, c'est eux qui se sont identifiés comme étant intéressés par ces habitats naturels. Sur les non pertinents, les 13 qui sont notés tout en bas, en fait, souvent, c'est des chercheurs en sciences humaines et sociales ou peut-être géosciences, sciences appliquées, et qui du coup sont intéressés peut-être plus par des sujets, disons, de gouvernance et donc qui n'ont pas spécialement un habitat d'intérêt, par exemple. Le groupe taxonomique d'intérêt avait été aussi demandé d'être renseigné parce que ça peut être très informatif pour un gestionnaire qui cherche un chercheur. Et là, pareil, on voit que beaucoup de groupes taxonomiques sont représentés, plus ou moins intensément, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont représentées. On est toujours sur les 29 où il y a écrit non pertinent au regard des recherches. C'est toujours ces cas de chercheurs qui, soit en écologie, n'ont pas de groupe taxonomique parce qu'ils travaillent que sur les habitats, ou bien en sciences humaines et sociales ou d'autres types de disciplines où ça n'a pas de sens de remplir un groupe taxonomique d'intérêt. Et puis, quelque chose qui avait été vraiment demandé par le groupe de travail quand on avait imaginé le format de cet annuaire, c'était que les chercheurs et chercheuses qui renseignent leurs fiches puissent s'exprimer librement sur leurs motivations, sur les projets qu'ils ont en cours, sur les thématiques ou autres. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un texte libre qui soit possible. Et du coup, sur les 64 chercheurs qui ont renseigné leur profil, il y en a 53 qui ont rempli ce petit texte libre sur leur motivation. Donc ça, c'est aussi consultable. Dans l'annuaire, pour info, il y a aussi un moyen de faire une recherche en texte libre qui permet d'aller dans des mots-clés de, par exemple, ce petit paragraphe sur les motivations. Ah non, mais c'est tout. Ça donne... Alors, et juste un dernier complément, en discutant avec le groupe de travail, c'était en février ou mars dernier, on se disait que finalement, vu le nombre de groupes d'habitats, de groupes taxonomiques d'habitats représentés et vu le nombre de chercheurs déjà représentés dans cet annuaire, on ne connaît pas le nombre de chercheurs en Bretagne pile poil qui s'intéressent à la biodiversité dans les espaces naturels gérés. Mais on se disait que c'était quand même déjà bien représentatif. Nous, la vie de cet annuaire, continue et on continue à l'animer. Moi, je continue à modérer s'il y a des personnes qui renseignent leur profil ou qui s'ajoutent autant sur les structures que sur les contacts. Après, souvent, il y a des ajouts qui sont faits après des moments de communication dédiés à ce sujet de la part de l'ABB. Peut-être avant qu'on passe à la suite et qu'on donne la parole aux 3 intervenants, en l'occurrence 3 intervenants sur des retours d'expérience de collaboration entre gestionnaires et chercheurs. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé ou est-ce que vous le découvrez peut-être? On en a parlé, on en a fait un peu la promotion dans la lettre d'information, notamment concerne le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons, mais on va continuer à le valoriser, à le mettre en avant. Mais en tout cas, c'est un outil qui est vraiment à destination des gestionnaires et qui est fait pour faciliter vos mises en relation et vos recherches de contacts, non pas de structures, mais vraiment d'acteurs qui peuvent, qui peuvent travailler à vos côtés sur différentes thématiques, champs disciplinaires, comme l'a dit Charlotte. Il n'y a pas de question, on va continuer. Alors. Un petit applaudissement. Super. Alors effectivement, là, on voulait donner à voir en fait des cas un peu concrets
sur les territoires bretons de collaboration. Donc, on a proposé à 3 personnes d'intervenir. Donc, Jean-François Lebas pour le département d'Ille-et-Vilaine, avec la gestion en particulier des espaces naturels sensibles, Maxime Pinault de Bretagne Vivante, et donc une association environnementale, et Erwan Glemarek de l'Université de Bretagne occidentale, qui vont décrire 3 types de collaborations vraiment différentes. Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Jean-François. Jean-François, tu peux ouvrir ton micro, n'hésite pas à mettre ta caméra aussi, et puis je passerai tes diaporamas, si tu veux bien. Ok, merci. Alors, je vais pas mettre la caméra en télétravail, des écrans et compagnie, je vais tout planter, donc c'est pas le moment. Vous avez une belle photo d'il y a 10 ans, donc ça suffira, ce sera très bien. À la demande de Charlotte et Maud, on m'a demandé de vous présenter ce que l'on faisait au département d'Ille-et-Vilaine en termes de collaboration sur les espaces naturels sensibles, rétiliens. Donc j'ai fait un résumé puisque c'est loin d'être exhaustif, mais je me suis dit j'allais peut-être étaler dans le temps un peu de début 2000 à maintenant, les collaborations que l'on a pu avoir et vous donner des exemples un peu différents de recherche-action que l'on a pu avoir sur nos espaces naturels. Sur chacun de ces exemples, c'est bien une collaboration conjointe où tant le gestionnaire, le département que le chercheur avaient un intérêt à travailler sur la thématique. Avec, je vous l'ai pas mis dans chacun des exemples, mais une participation financière à ces projets, ne rémunérant pas le salaire du chercheur, parce que ça c'est déjà fait par leurs organismes, mais éventuellement une contribution à des frais complémentaires, notamment des frais de matériel ou des frais de déplacement sur le terrain ou des choses comme ça, ou une partie de la rémunération de stagiaires. Alors, je vais pas vous faire un petit point sur la politique ENS, hein, vu les personnes autour de la table, tout le monde connaît cette politique. En Ille-et-Vilaine, on a une 120 espaces naturels sensibles, répartis sur aujourd'hui quasiment 4000 hectares. Et donc, dans cette équipe, j'ai en charge, moi, dans mes missions, une des missions, c'est le partenariat avec le monde de la recherche, mais aussi le partenariat associatif. Là, je précise bien que je n'évoque que le partenariat avec le monde de la recherche académique. Et on est bien d'accord, c'est les universitaires et autres. J'aurais pu montrer d'autres exemples avec des partenaires soit associatifs ou soit le Conservatoire botanique que je n'ai pas mis dans cet exposé. On travaille aussi fortement avec des travaux de collaboration. Alors, le premier exemple, Maud, s'il te plaît, c'est l'université de Rennes 1, ça va être beaucoup Rennes 1, avec le laboratoire EcoBio. Donc là, c'était début des années 2000 avec Françoise Rosé, où on a travaillé concrètement sur... alors, à l'époque, c'était un peu... On avait un peu moins de connaissances sur ces aspects-là, sur la dynamique de nos haies suite à différentes méthodes de paillage de nos espaces et voir comment les végétations évoluent au regard de ces différentes méthodes de paillage, avec de l'analyse de la succession végétale, des suivis de végétation après enlèvement pour voir comment ça marche. Et puis, eh bien, éventuellement, Françoise nous réservait toujours des petites expériences ponctuelles qu'on pouvait mettre en place. C'est une petite marge de manœuvre dans la convention. Si elle avait une idée qui venait dans les 5 années ou 4 années du contrat. Donc voilà, c'est une collaboration qui a très bien fonctionné avec rapport à la clé et puis des idées pour la suite pour savoir quel paillage utiliser dans l'implantation sur nos espaces naturels sensibles. Donc vraiment quelque chose de très concret, mais avec un suivi scientifique cadré, avec une universitaire et ses étudiants. Parce que François savait faire travailler ses étudiants. Certains sont peut-être autour de la table. Sûrement même, j'en vois quelques-uns. Autre exemple, le suivant. Merci. Donc là, on est au milieu des années 2000. On a suivi sur le site qu'on appelle Mégalithe et Landes de Caujou désormais, mais ce qu'on appelait Landes de Caujou à l'époque, un incendie en 2009 avec une 50aine d'hectares qui ont brûlé. Et donc nous, gestionnaires, on était bien embêtés avec ça. Que faire de cet espace brûlé? Comment le gérer? Quelles conséquences? Une dynamique de végétation un peu particulière.
Donc là, Bernard, Clément et Sandrine Moni ont contribué à un suivi écologique, tout simplement, de cet espace, avec la mise en place de suivi floristique et de conseils. Et c'est là, j'insiste là-dessus, pour nous aider à prendre des décisions en tant que gestionnaire sur nos actions à mener sur ces espaces incendiés, et avec un compte-rendu annuel. Et puis, Bernard et Sandrine aussi attachent beaucoup d'importance pour Sandrine, et attaché pour Bernard au lien terrain avec les gestionnaires. Donc, on avait le droit à une petite visite annuelle et des retours intéressants sur la mise en place de travaux de gestion sur ces 5 années. Voilà, là, une collaboration très concrète, hein, mais au moins avec un suivi béton et des analyses et du traitement de données. Suivant. Merci Maud. Là, c'était un suivi là sur un autre groupe. Là, on était sur les oiseaux, un suivi écologique des communautés d'oiseaux nicheurs de la forêt de la Corbière, pour essayer d'évaluer l'impact de la gestion sylvicole sur cette forêt, puisqu'on avait un plan d'aménagement à l'époque, et on voulait évaluer si les travaux sylvicoles menés avaient un impact sur cette communauté d'oiseaux nicheurs. Donc, on avait déjà réalisé une série de 3 années de suivi par la méthode des indices ponctuels d'abondance pour recenser au champ des oiseaux nicheurs, avec plusieurs équipes, parce qu'on avait 29 points à faire sur le site. Donc, on le faisait en régie, avec Montagne Vivante et la LPO. C'est pour ça que j'ai mis ces 2 autres logos qui étaient partenaires de terrain pour le recueil de données. Et on avait une convention de recherche avec Ecobio et Alain pour faire le traitement des données. Souvent, ce qui fait défaut pour nous gestionnaires, c'est la capacité à faire des inventaires, des suivis. On a forcément dans les équipes des gens formés en écologie capables de faire des inventaires. On a peut-être un peu moins bien suivi les cours sur le traitement de données, je ne sais pas, mais on est beaucoup moins bon là-dessus, et on a vraiment besoin d'appui là-dessus. Donc, Alain Butet, accompagné de stagiaires, avait pu traiter ces données et nous donner des résultats sur l'impact ou non de cette gestion sylvicole sur nos communautés d'oiseaux. Donc là aussi, quelque chose de très concret pour nous, et qui contribue aujourd'hui à être un premier état des lieux de la situation de la forêt, puisque aujourd'hui elle va évoluer dans sa gestion. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir un bon rapport et un bon état des lieux de cette forêt sur ces communautés d'oiseaux. Ça nous servira plus tard, mais ça sera l'objet de ma dernière diapo. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, au milieu des années 2000 aussi, autre thématique, on a quelques plans d'eau en Ille-et-Vilaine. Nous, on s'en soucie sur ces plans d'eau. Et donc, on assure régulièrement des vidanges et assecs de ces étangs. Et donc, pour vérifier, mesurer l'intérêt de la mise en assec et notamment l'impact de la remise en eau derrière sur les compartiments biologiques et sur la biodisponibilité du phosphore, sur l'étang de Mercier-Robert, on a monté un projet de collaboration avec Gabriel Thiebaud et Luc Brien à l'époque, Luc qui est en retraite aujourd'hui, pour analyser la qualité biologique sur le phytoplancton, la faune benthique et l'ichtyofaune de ces étangs, de cet étang de Marcillet, différents paramètres sur les suivis physico-chimiques et sédiments, pour ensuite analyser aussi des micropolluants dans les sédiments. Des indicateurs sur le régime hydrologique ont été également suivis. Ceci sur 4 campagnes, et ceci pour nous aider à rendre compte auprès de la population dans le cadre de comités de gestion. Là, on a besoin de scientifiques pour essayer d'avoir un regard un peu plus objectif que ce que le gestionnaire peut proposer à son comité de gestion sur l'intérêt ou non de faire des assecs, des étangs, et des vidanges et des assecs, puisque c'est très impactant paysagèrement pour la population locale. Voilà, c'était aussi encore quelque chose qui nous a beaucoup servi, comme je viens de vous le dire, pour appuyer nos choix. Un suivi là, plus qu'il y a la recherche, mais qui nous apporte des éléments quand même gestionnaires, mais là, il est aussi dans le côté conjoint de la recherche. Là, c'est plutôt l'Université de Rennes qui est venue vers nous parce que historiquement, Ecobio travaille sur cette tourbière de Parigné, la tourbière de Landemarais, à Parigné. Depuis Bernard Clément et Jean Touffet, même à l'époque, ont commencé les premiers suivis. Donc là, je vous parle quelque chose des années 80 où personne autour de la table n'est encore né. Donc ce site est très connu par l'université. Et là, Sébastien Gogo est venu vers nous avec le projet du SNO Tourbière au niveau national d'intégrer Parigné dans ce réseau national pour étudier l'impact des perturbations anthropiques et climatiques sur le fonctionnement des tourbières.
Speigne, et sur le cycle global du carbone avec carrément des poses de pièges à carbone et autres, des fours à flux et tout. Donc, très intéressant sur la possibilité d'expliquer, en tout cas, à notre comité de gestion une fois plus, le rôle et l'intérêt de préserver cette tourbière et son rôle aussi en tant que piège de puits de carbone que peuvent assurer ces tourbières. Voilà encore une collaboration intéressante et qui n'est pas finie. Là, on est encore en convention jusqu'en 2025 avec des rapports à la clé qu'on attend avec impatience. Et la prochaine. Alors là, quelque chose de très concret aussi. On évalue souvent l'intérêt de nos pratiques agro-pastorales sur nos prairies ou habitats de landes ou autres, la fauche, le pâturage, le grand classique pour les gestionnaires, mais est-ce que ça a un intérêt? Oh, j'ai fait une belle petite faute là. Et donc, on voulait avoir un outil concret qu'on peut utiliser dans nos plans de gestion en tant qu'indicateur d'état de conservation de nos habitats pour pouvoir mesurer assez simplement si la gestion qu'on y mène nous amène bien dans la bonne trajectoire que l'on souhaite pour maintenir en bon état de conservation de nos habitats. Et donc là, il y a un travail collaboratif qui a été fait avec Simon Chollet et Vincent Young sur l'outil que vous connaissez parce qu'il a été présenté au RGENB, l'indice VCS, qui permet d'évaluer, suite à des relevés phytosociologiques complets, l'état de conservation de nos prairies, de nos landes et autres. Ça peut se développer sur d'autres habitats. Donc là, on a contribué à la création de cet outil et il a été appliqué sur nos milieux d'Ille-et-Vilaine, mais aussi à d'autres milieux de Bretagne, et permet aujourd'hui de l'utiliser pour évaluer l'état de conservation suite à la gestion que l'on y mène. Avec une petite formation à la clé pour nous pour utiliser la petite moulinette VCS. Et je terminerai, je ne sais pas si je suis bien dans le timing, pas trop mal, sur le grand classique, vous connaissez, je ne peux ne m'empêcher de parler de ce projet d'observatoire de la future réserve biologique intégrale de la forêt de la Corbière. Et donc là, c'est encore un petit appel à projet en interne, là j'en profite, tant qu'à avoir du monde, même si on commence à avoir déjà pas mal de contributeurs et collaborateurs à ce projet d'observatoire sur 4 axes. La biodiversité forestière, bien sûr, on évaluera l'impact de l'arrêt de la sylviculture sur la forêt de la Corbière et de la mise en place de la réserve biologique intégrale sur la biodiversité. On aimerait bien travailler également sur la capacité de ces milieux à séquestrer le carbone, sur une éventuelle adaptation du climat au niveau local, un microclimat, changement de pratique avec nettement plus d'humidité ou des évolutions de température. Et là, c'est un travail sur l'appropriation sociale de la mise en place de cette réserve, et notamment localement ou auprès des acteurs du bois, parce que c'est pas neutre, hein. Ça fait parler en tout cas. Donc voilà, là, on a des sociologues qui sont déjà lancés sur cet axe appropriation sociale. Sur la biodiversité, là, il n'y a pas de souci, on avait beaucoup de monde. Sur la séquestration du carbone, il n'y a pas grand monde à travailler sur les sols. Je regardais encore l'annuaire, malheureusement, je tombe sur Sébastien. Mais Sébastien Gogo n'a pas le temps à ce jour, malheureusement, de travailler avec nous sur ce sujet. Et sur l'adaptation au changement climatique, là, on prend des mesures de météo. On a installé 6 stations météo dans la forêt. On a la chance d'avoir Vincent Dubreuil qui nous suit sur ce travail-là. Et voilà, Vincent, dans moins de 5 ans, ne travaillera plus. Donc là, il va falloir qu'on trouve, parce que ça va être sur du temps long, qu'on trouve la suite, le relais. Voilà, un petit appel à participation à ce projet. Si vous voulez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour travailler sur ce magnifique site de la forêt de la Corbière. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Jean-François, de ce témoignage. On attend de prendre quelques questions si vous souhaitez pour Jean-François. Voilà, si vous avez des questions à lui poser sur ces thématiques, sur la manière en fait dont le département d'Ille-et-Vilaine travaille avec ces différents chercheurs. On voit qu'en tout cas les collaborations sont bien citées et bien concrètes. Et bien concrètes sur des. Est-ce qu'il y a quelques questions? A priori, pas tant. Non. Il y a le contact, peut-être passe la diapo d'après, il y a son contact à Jean-François si quelqu'un veut prendre contact. Comme ça, on la laisse 2 minutes. Ouais, et puis vous aurez le diaporama, donc n'hésitez pas ensuite. Au besoin, je pense, Jean-François, que tiendra disponible pour d'éventuelles questions si ça arrive après le webinaire. Oui, oui.
aucun souci. Juste en point, je ne l'ai pas dit en effet, la forme de ces collaborations, c'est une convention tout simplement, hein. Convention de partenariat, convention de recherche, on met le titre que l'on veut, avec un petit financement, comme je le disais en introduction, mais j'insiste sur le petit financement. On ne dépense pas des 100 et des 1000 sur ces collaborations, puisque nos collègues chercheurs prennent une part importante aussi dans le cadre de leur mission propre. C'est de l'ordre de, sur 5 ans, pour donner quelques chiffres, on est entre 5 et 10 000 euros. C'est de 1 000 à 2 000 euros par an, les collaborations, dans la majorité des cas. C'est pas non plus excessif, en tout cas, pas pour un service comme le nôtre qui bénéficie, ou bénéficiait, je vais pas faire de polémique, de la taxe d'aménagement. Vous n'êtes pas sans savoir le problème actuel de la perception de la taxe d'aménagement. On est mal barré dans les ENS si les services de l'État ne récupèrent pas leurs impôts auprès des gens qui construisent des maisons, et c'est le cas aujourd'hui. Donc là, nous, on ne perçoit plus de taxe d'aménagement. Merci les services fiscaux. Donc c'est mal barré pour nous. Il va être temps que ça change tout ça. Voilà, j'ai été un peu optimiste actuel sur le contexte ENS. Merci à vous. Merci Jean-François pour ces précisions budgétaires. Elles sont assez intéressantes aussi. On va passer au retour d'expérience de Maxime Pinault, Bretagne Vivante. Donc pareil, Maxime, voilà, merci d'avoir mis ton caméra et ton micro. Je te laisse te présenter tes diapos. Ça marche. Merci Maud et Charlotte déjà de me laisser la parole pour rapporter quelques expériences. Je donne quelques mots sur Bretagne Vivante, mais ça a déjà été cité dans des diapos précédentes. Donc c'est une association d'études et de protection de l'environnement qui est un acteur historique en Bretagne, puisqu'elle a été créée il y a plus de 60 ans. Elle est active sur les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, il y a plus de 75 salariés, 400 bénévoles actifs sur une vingtaine d'antennes locales. Et l'association protège une grosse centaine de sites sous convention, donc c'est des réserves associatives, et 4 réserves naturelles nationales et 2 réserves naturelles régionales. Et du coup, on a quand même pas mal de programmes qui sont en lien, qui font des collaborations avec la recherche à Bretagne Vivante. Moi, aujourd'hui, je voulais parler d'un seul programme qui s'appelle l'ARUS, parce que c'est celui sur lequel je travaille le plus. Je veux bien que tu passes la diapo. Et donc, le programme l'ARUS, il s'intéresse en fait aux populations de goélands-nicheurs du Nord-Gascogne, donc au succès de reproduction des différentes colonies sur le territoire, au déplacement des goélands et à leur lien aussi avec les structures humaines, notamment avec l'éolien offshore. Donc en fait, le programme a été créé en 2014, notamment en réponse au développement des projets éoliens en mer en France. C'est un programme personnel de bagage, donc du CRBPO, qui est celui de Marine Léchère, qui est la chef de projet oiseaux marins à Bretagne Vivante. Et en fait, ce programme, il a tout simplement permis de créer, de structurer divers jeux de données à long terme qui peuvent permettre de répondre à certaines questions sur l'utilisation de l'espace des goélands en réponse notamment à ces structures offshore. Donc on a des jeux de données à long terme sur la taille des colonies de reproduction, la production en jeunes goélands sur diverses colonies. On a des informations sur la survie de différentes classes d'âge grâce à la pose de bacs couleurs qui peuvent être lisibles à distance. Et puis, on a aussi des informations sur les déplacements des oiseaux, leur migration, la recherche alimentaire, etc., grâce à la pose de GPS. Donc je veux bien que tu fasses des diapos. Et donc, on a plusieurs structures impliquées sur ce programme. Il y a un comité de pilotage qui a été créé dès le début du projet. Donc, il incluait des partenaires techniques, LPO Vendée, LPO Loire-Atlantique notamment. Ce sont eux qui vont s'occuper du bagage des oiseaux sur leur département. On a aussi des partenaires financiers, notamment les porteurs de projets éoliens, mais aussi l'OIB ou des collectivités. Et bien sûr, on a des partenaires scientifiques qui ont été inclus dès le début du programme. On voulait notamment avoir leur retour sur la pertinence des protocoles de prise de données qu'on voulait mettre en place, donc pour être sûr que ces données allaient être utilisables, exploitables. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. On a notamment, donc c'est surtout des unités mixtes universités, hein, à Rennes, à Montpellier, Chizé, La Rochelle, des unités du Muséum d'histoire naturelle aussi. Donc voilà, pour au début valider nos protocoles et puis aujourd'hui plutôt pour valoriser les données. Donc j'ai cité quelques projets de recherche qui sont inclus dans ce programme. On a par exemple un projet de recherche sur le suivi de la contamination aux polluants des oiseaux marins.
Donc là, pour lequel des plumes en fait ont été récoltées sur les goélands qu'on baguait dans le cadre du programme Larus. Et ces plumes ont permis d'analyser les composants, les contaminants qui étaient présents chez les oiseaux marins. Donc c'est un suivi qui est toujours en cours et qui a été réalisé finalement au titre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, la DCSMM, qui vise à atteindre un bon état écologique dans les eaux marines européennes. Donc ça, c'est un des premiers projets finalement sur lequel on a eu des résultats, il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, finalement, les données du programme Larus, là, elles alimentent surtout des gros projets de recherche qui sont en lien avec l'éolien offshore, sur les risques de collision, les effets déplacement, la migration. Donc ces gros projets, c'est Migratlan, Bird Risk ou Bird Move. Et là, récemment, on a une postdoctorante aussi qui a commencé au Centre d'études biologiques de Chizé et qui vient de commencer à travailler sur les interactions des goélands, spécifiquement avec le parc éolien offshore de Saint-Nazaire, en utilisant les données GPS pour détecter s'il y a des changements de comportement d'utilisation d'espace par rapport à ce parc-là. Donc là, on a une convention vraiment de recherche avec le laboratoire pour l'utilisation des données, pour participer aux discussions, à l'élaboration des objectifs, etc., etc. Et suite au contact qu'on a noué pour le postdoctorat avec le laboratoire de Chizé, il y a des chercheurs de ce labo qui ont aussi commencé à travailler sur d'autres données qui sont aujourd'hui généralement assez délaissées par le monde de la recherche, malheureusement. C'est les données de capture, marquage, recapture, donc les bacs de couleurs posés sur les oiseaux et qui sont réobservés en France, en Espagne, en Portugal, pour les goélands en tout cas. Et donc ces données, pour nous, elles nous permettent de calculer des taux de survie locaux, des taux de survie locaux par classe d'âge et aussi des évolutions en fonction du temps. Ce qui est vraiment super intéressant pour nous d'un point de vue conservation, parce que ça peut clairement orienter les mesures qu'on peut mettre en place sur certaines colonies de reproduction. Mais par contre, ce type de résultat, ça ne permet pas vraiment de publier dans des revues scientifiques à fort impact. Donc voilà, c'est des données avec l'avènement des données GPS qui sont clairement maintenant délaissées, mais certains chercheurs, une chercheuse à Chizé a bien voulu travailler là-dessus pour nous accompagner, sachant que nous, c'est quelque chose sur lequel on est attendu dans le cadre des programmes de bagage. Il faut qu'on ait des réponses là-dessus. Et en interne, voilà, on n'a pas de financement finalement ni de compétences finalement pour réussir à faire ces analyses. Je veux bien que tu passes la diapo. Et je voulais juste finir, en fait, faire des petits retours d'expérience, sachant qu'en fait, la plupart ont déjà été dit dans l'enquête que vous avez, dont on a vu les résultats, à la fois sur les bénéfices et les difficultés qu'on a eues. L'une des difficultés, je l'ai dit avec les données de capture, marquage, capture, c'est en fait la divergence des objectifs entre gestionnaires et chercheurs. Nous, on a des questions importantes pour la conservation des espèces, des milieux, à une échelle qui est quand même assez locale généralement. Et souvent, ce n'est pas des questions très intéressantes d'un point de vue recherche, pour certains laboratoires en tout cas, parce que il y a une obligation de publication dans des journaux qui délaissent un peu ces sujets très locaux, ces thématiques. Et du coup, malheureusement, voilà, les chercheurs n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à ce type de données, à ce type de projet, sachant qu'ils ne pourront pas les valoriser à leur maximum, quoi. Donc on passe souvent un peu à la fin des divers projets principaux, et souvent ils n'ont plus de temps pour ce type de données, quoi. Il y a une autre difficulté qu'on a rencontrée sur le programme, c'est de pouvoir collaborer du début à la fin du projet. Donc j'ai dit que notamment on avait mis en place, au début c'est nous qui avons été chercher les chercheurs pour avoir vraiment leur retour sur les protocoles, etc. Ils ont été très disponibles et ils nous ont donné plein d'informations super importantes. Et donc là, maintenant, 10 ans après, on est plutôt dans la phase de valorisation des données. Et là, on rencontre quelques difficultés quand même pour être intégré finalement au processus de valorisation, notamment à la définition des objectifs pour que un peu tout le monde y trouve son compte, quoi. Donc ça, c'est une des difficultés. Alors, ça dépend vraiment des projets. Dans certains, on va être vraiment mis de côté. Dans d'autres, on va à la fois définir les objectifs, à la fois avoir de la relecture sur les rapports ou les articles eux-mêmes. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres retours d'expérience sur ces collaborations-là, à quel degré finalement d'investissement les structures qui fournissent les données comme Bretagne Vivante sont intégrées au reste du processus, quoi. Mais bon, voilà, parfois c'est assez variable.
Et le dernier point il a bien sûr été évoqué, la difficulté de gestionnaires ou de d'autres responsables de jeux de données à long terme, notamment, c'est le point financement. Parce que à l'heure actuelle, donc on l'a vu dans la dépôt précédente, on n'a aucun financement de recherche qui ne permet le maintien de nos jeux de données à long terme. Vraiment aucun financement de recherche. Du coup, là, ces jeux de données à long terme en fait, ne sont pas pérennes, hein. La plupart de nos financements s'arrêtent l'année prochaine. Alors que là, on a une boom de la valorisation de données sur ce programme, notamment sur les données GPS. Du coup, la difficulté se pose un peu là, de convention, à quel point est-ce qu'il faut le prévoir à l'avance. Donc voilà, on se retrouve un peu confronté finalement à peut-être notre manque de prévoyance il y a 10 ans, mais bon, c'est un peu compliqué de prévoir ça il y a 10 ans, de nouer des contacts sur les gens qui vont vraiment valoriser les données, surtout sur des données à long terme, quoi. Voilà. Et c'est un peu ce que je voulais dire rapidement. Merci beaucoup. Merci Maxime. Un retour d'expérience très concret aussi d'une asso environnementale qui se déploie, qui est quand même la plus grande association aussi bretonne, et on le voit sur les aspects budget, financement, la problématique est là. Est-ce qu'il y a des questions dans ce retour d'expérience? Alors, Jérôme, oui. Vas-y, tu peux prendre la parole. Alors, Je pense que tu as... Ouais, c'est bon, là, il y a ton micro. Vas-y. On t'entend pas, Jérôme. Je pense que ton micro fonctionne pas. sinon, n'hésite pas à poser ta question dans le chat, et on pourra la lire ou la reprendre. Je me demande, c'est vrai que le sujet de la valorisation et la manière dont l'ensemble des contributeurs sont associés, cités, c'est un vrai sujet, effectivement. Et je ne sais pas s'il y a d'autres retours d'expérience à ce sujet parmi les personnes qui sont présentes. Mais c'est assez intéressant parce que, alors, on avait pu le voir aussi dans certains retours d'expérience à travers l'enquête que, évidemment, il y a la prise de contact préalable avec les gestionnaires. Quand le projet vient plutôt du monde de la recherche, il y a effectivement un point de vigilance très fort sur le fait d'informer les gestionnaires, ne serait-ce que leur territoires sont des sites d'expérimentation et dans la prise de contact, mais en fait, il y a effectivement toute la phase finale en fait, d'un projet et cette valorisation qui est celle d'impliquer, on l'avait évoqué aussi dans les réunions du groupe de travail, la manière dont les gestionnaires pouvaient s'impliquer même dans la rédaction, en fait, de la co-rédaction des articles. Parce que Maxime, tu citais déjà tu citais la relecture, tu citais la citation de l'association, mais est-ce que vous allez jusqu'à la co-rédaction? Est-ce qu'on vous sollicite aussi pour... Ça dépend vraiment du type de rendu qui est attendu. Quand c'est des articles vraiment de recherche, nous, on va plutôt avoir un rôle d'interprétation, pas de rédaction. Interprétation des données, interprétation des résultats des analyses, pour apporter quelque chose dans la discussion. Et puis peut-être aussi des attentes, des perspectives d'un point de vue conservation locale, quoi, qui sont aussi un article scientifique. Mais non, c'est pas de la co-rédaction. De toute façon, on n'a pas vraiment du tout quand même de temps pour ça. Et voilà, ça s'arrête souvent voilà, aux définitions d'objectifs et à l'interprétation des résultats. Et du coup, Jérôme a mis un petit commentaire dans la conversation, vu que son micro, ça ne marche pas. Il disait juste que dans la recherche aussi, c'était compliqué de financer les séries de données à long terme, en donnant l'exemple du suivi des mesures ou des projets de restauration écologique. Oui. Et Ah,
Ah, c'est toi, Maxime. Oui, c'est moi. Non, mais oui, Et- c'est ça, c'est pas dirigé vers les chercheurs, et bien sûr, c'est le problème du système de ce qui est attendu d'eux, de publication, voilà, qui fait que c'est ce type de données, on est très très content quand on fait des belles publis 20, 30 ans après le début du suivi, mais pour arriver à 20, 30 ans, ben, voilà, il faut réussir à les financer. Moi, je voulais juste ajouter qu'il y a un cours sur l'élaboration d'une stratégie régionale de la biodiversité. Et en fait, dans l'enjeu de connaissance, qui est un des enjeux de cette stratégie, il y a tout un travail qui est fait sur, enfin, pas un travail qui va être fait, mais en tout cas des fiches actions qui vont être écrites, notamment avec certains d'entre vous qui sont impliqués dans ce groupe de travail, mais sur la connaissance, sur la surveillance et le suivi long terme, justement, où l'idée serait de structurer quelque chose en Bretagne sous l'égide quand même d'un travail national avec le schéma national de surveillance de la biodiversité terrestre. Donc pour le coup, ce schéma-là se concentre sur les espèces et l'aspect terrestre. Donc ça irait pas, par exemple, sur les oiseaux marins, a priori. Mais voilà, juste pour voilà, vous dire qu'il y a ce travail qui est en cours et qui a vocation à structurer des suivis long terme et à réfléchir à la façon dont on finance ça, etc. Et sur quoi on le positionne, parce que l'idée, c'est pas de suivre tout partout, mais d'avoir, en tout cas dans les suivis financés long terme autour desquels on s'organise, que ce soit assez représentatif, qu'on puisse en tirer des choses sur la biodiversité bretonne, l'état des écosystèmes bretons, etc., quoi, à long terme. Ouais, Sébastien. Oui, non, juste rapidement, c'est vrai que on voit déjà, enfin, actuellement, on sait les difficultés du stockage des données, de la fragilité des bases de données. Voilà. Mais après, il y a quand même des dispositifs sur le suivi à long terme, alors sur des sites particuliers. Alors nous, on n'est pas concernés, mais tout ce qui est zone atelier, CNRS et autres, il y en a quand même. Ça ne concerne pas tous les espaces, mais ça rentre aussi dans le principe comment ça s'appelle, des long term, ER, je ne sais plus, en écologie de la restauration, voilà, des sites particuliers pour du suivi à long terme. Et voilà, encore une fois, ça concerne des sites et des structures particulières. On ne peut pas en mettre partout, je pense, mais effectivement, des suivis à long terme. Puis il faut que les chercheurs aussi, ils acceptent, tout le monde n'est pas, qu'on accepte aussi d'avoir des choses qui ne sont pas tout de suite valorisables par les trucs rang A, etc. Dans nos domaines, on est quand même un certain nombre à ne pas être obsédé complètement par la publi à rang A. Bien sûr. Et non, bien sûr, mais c'est une pression. Gestionnaire qui mériterait d'ailleurs même des publis de rang A, etc. Il y a des tels jeux de données qu'il y a plein de choses à faire là-dessus, en tout cas. Mais tous, on n'a pas le temps. Voilà. Merci pour ce complément, Sébastien. Et oui, il existe en fait un système national d'observation côté recherche. Jean-François en parlait tout à l'heure, le fameux SNO là, qui sont financés sur le long terme, mais ça concerne quelques compartiments, quelques paramètres. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de prendre le dernier retour d'expérience d'Erwan? Erwan, peut-être, on laisse la parole à Erwan. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais... Non, juste laisser la parole à Erwan, effectivement. N'hésite pas aussi à ouvrir ta caméra si tu peux, Oui, Erwan. bonjour. Bonjour. Oui, non, je veux parler de la caméra parce que je capte pas tout à fait bien. Je suis avec mon téléphone, donc je préfère garder juste la bande son. Voilà, donc on peut commencer le diaporama. Donc du coup, Charlotte et Maud m'ont demandé de présenter un projet FEDER qui vient de démarrer, qui est réalisé en collaboration entre donc l'Université de Bretagne occidentale. Donc moi, je travaille au laboratoire géoarchitecture. Donc c'est le laboratoire qui va coordonner, animer ce projet en collaboration avec différents gestionnaires, enfin propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels en Bretagne.
Le départ de ce projet est un travail de recherche qui s'est fait également en collaboration avec les gestionnaires, mais là qui était financé directement par l'université via une bourse d'école doctorale, qui est une thèse en écologie historique des falaises maritimes. Donc c'était travailler sur la compréhension de la genèse des paysages végétaux des falaises littorales. On travaillait sur l'origine, l'histoire et la dynamique, notamment des pelouses et des landes, en travaillant sur différents sites sur le pourtour de la Bretagne, avec des questions qui vont être des questions de compréhension sur des pas de temps assez longs, par exemple sur l'origine des landes, en se posant la question ou pas du caractère dynamique ou non de certaines landes sur le littoral, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont stables ou pas, est-ce qu'elles constituent des climax, est-ce qu'il y a eu des forêts auparavant. Donc là, c'est des questions qui amène à travailler dans le domaine notamment de l'archéologie ou de la paléoécologie, en travaillant sur des charbons de bois, et puis après avoir une réflexion sur ces espaces-là qui sont perçus et on va dire décrits, vendus quelquefois comme des espaces complètement sauvages, mais qui pour la plupart sont des espaces en fait en déprise, qui ont été des espaces agro-pastoraux, où là donc c'est l'approche en écologie historique convoque d'autres disciplines comme la sociologie, l'histoire, notamment la recherche de documents anciens, d'iconographie ancienne, de cadastres anciens comme les cadastres napoléoniens, jusqu'à des travaux de récolte de témoignages des derniers paysans du début du XXe siècle. Et puis tout un travail après de description des communautés végétales, de leur dynamique, en lien avec soit les facteurs naturels qui vont être le sol, le vent, les embruns, etc., ou soit des facteurs anthropiques qui sont liés aux usages passés ou quelquefois encore les usages actuels. Donc voilà, ça c'est le travail que l'on mène sur différents sites autour de la Bretagne. Donc on a été, lorsqu'on a réalisé ce travail de recherche, on était en collaboration avec forcément des gestionnaires et des propriétaires d'espaces naturels, parce qu'on était amenés à travailler sur leur site. Donc du coup, ne serait-ce que pour des autorisations d'accès, des autorisations de faire des trous dans le sol quand il faut chercher des charbons de bois, et puis aussi pour informer tout simplement les propriétaires des terrains, mais aussi pour avoir la possibilité d'avoir accès à des données historiques que ces différentes structures possédaient. Les structures gestionnaires ont trouvé un intérêt certain à ce type d'approche en écologie historique parce qu'il était directement en lien avec des questions fondamentales de diagnostic et de décision en termes d'action de gestion et de compréhension notamment de la dynamique des milieux pour leur intervention en termes d'entretien, d'ouverture, de remise en place de pâturage, de fauche, d'exportation, etc. Mais aussi de revalorisation de certaines terres et également pour justifier ou expliquer, on va dire, de réintervenir sur des espaces qui aujourd'hui sont sauvages, mais qui étaient auparavant destinés finalement à des usages agricoles ou pastoraux, et donc de réexpliquer pourquoi on est ramené à recouper des arbres, recouper des pruneliers, et à l'inverse, quelquefois, pour justifier l'action de relaisser la nature se faire et de revoir des espaces se fermer. Enfin, voilà, d'une manière générale, donc l'idée a été de monter un projet FEDER à la suite de la thèse pour valoriser et rendre concret en fait les observations qui avaient pu être faites dans le travail de recherche pour mener un travail de recherche-action. Et donc un projet a été déposé, le programme a démarré depuis le mois de septembre, et donc il s'est monté en fait, donc grâce à l'appui de l'ABB notamment, sur le point de vue administratif, technique, et puis aussi sur le fond, et en échange avec des structures gestionnaires qui cofinancent le projet. Donc on peut passer à la diapo. Donc l'idée, c'était au départ de répondre à des questions de recherche en écologie historique qui finalement sont des questions de recherche qui vont avoir des liens directs avec l'écologie de la conservation, quelquefois l'écologie, enfin
qu'il faut l'écologie de la restauration. Et donc, du coup, l'idée, c'était de monter ce projet. Donc, un projet FEDER se monte, il y a un financement qui, via l'Europe, via la région, vient financer le projet à hauteur là, de 60%. Il y a 40% de cofinancement à trouver en face, ce qui correspond à l'autofinancement de la structure, donc là, l'université et le labo de géoarchitecture qui coordonnent le projet. Et donc, en fait, cet autofinancement passe par des partenariats avec des structures propriétaires et gestionnaires qui vont finalement cofinancer le projet via des conventions ou bien des contrats de prestations intellectuelles sur différents projets. Et donc, en fait, le projet, il est complètement monté dans une démarche de recherche-action parce que cette convention qui va être signée avec les structures gestionnaires va répondre à des attentes concrètes qu'elles ont aujourd'hui sur les espaces qu'elles gèrent, que ce soit réactualisation d'une cartographie, mise en place d'un suivi lié à une action de gestion, envie de retravailler les aspects historiques en menant des enquêtes, par exemple, auprès des anciens usagers de ces espaces-là, des anciens usagers agricoles. Ça peut être aussi une approche en archéologie. Donc, en fonction des attentes des gestionnaires actuels, on propose à la fois de travailler sur leurs attentes qui va permettre, nous, à répondre à des questions de recherche plus larges. Donc, on fait converger les questions d'aménagement et de gestion ponctuelle avec des questions de recherche et d'expérimentation sur du court ou du long terme. Voilà, donc les structures, pour vous citer les structures, ce sont par exemple, on va dire du nord au sud, le Cap Fréhel, Cap d'Erquy avec le syndicat mixte, Cap d'Erquy, Cap Fréhel, le département des Côtes d'Armor, le parc naturel régional d'Armorique, le centre d'études du milieu d'Ouessant, la réserve naturelle régionale de Crozon, communauté de communes du Cap Sizun, Bretagne vivante sur de Goulias, Cap-Sizun, probablement Lorient Agglomération et le département du Morbihan sur les îles de Groix et Belle-Île, plus le conservatoire du littoral. Et là, donc, l'intérêt d'un tel projet, je vais essayer de revenir là-dessus après, c'est de mettre en synergie les différents gestionnaires et d'avoir une dimension régionale, en fait, directement sur des questions qui vont être communes. Voilà, on peut passer la diapo suivante. Alors là, j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez général, mais de l'appliquer en fait au projet. Donc l'intérêt pour un programme de recherche ou un chercheur de travailler sur un espace naturel, déjà c'est un site qui va être défini de manière spatiale. On va pouvoir travailler sur un espace concret sur lequel il sera possible de revenir, de travailler, d'expérimenter, et aussi temporel, ou alors lorsqu'on va travailler sur des aspects historiques, on va pouvoir se concentrer sur un site et donc essayer de trouver la donnée vraiment liée à ce site-là pour après extrapoler, par exemple, à une échelle plus large, jusqu'à une échelle régionale, voire une échelle nationale ou biogéographique. C'est un site qui va être propice à l'étude des changements globaux. Alors pour les falaises littorales, on est face à un changement. Alors il y a évidemment le changement du climat, éventuellement, montée du niveau de la mer pour les falaises les plus basses, mais on va être aussi dans un changement sociétal important où on passe d'un espace en déprise agro-pastorale à un espace dédié au tourisme. Donc là, il y a la possibilité de mettre en place ces suivis-là. Sur un espace naturel, c'est un espace qui est vécu, donc c'est aussi un espace, à la fois on peut travailler sur la biodiversité, les dynamiques de population, parce qu'on a des communautés qui sont plus ou moins en bon état de conservation, mais aussi sur des aspects sociaux, des aspects archéologiques, ne serait-ce que pour la protection des sols d'un côté, et aussi parce que ce sont des sites qui sont fréquentés de différentes manières. Et puis, ce sont des sites qui sont aux préoccupations des politiques d'aménagement du territoire, que ce soit des réserves de biodiversité, des terrains qui sont là pour la qualité de l'eau, ou des terrains qui sont à vocation de tourisme ou de fréquentation. Et donc, de faire le lien directement avec un travail, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille avec des communautés communes. Là, il y a des questions des élus sur différentes vocations à donner à certains territoires aujourd'hui en déprise sur le littoral.
Voilà, on peut prendre la diapo suivante. Donc, un montage de projet de recherche-action comme celui-là, l'intérêt va être de mettre en place un réseau des gestionnaires ici qui vont avoir des attentes similaires, donc des attentes similaires de compréhension et d'action en fait sur des espaces littoraux de falaises, là, sur des espaces qui sont plus ou moins en bon état de conservation, mais finalement qui sont des espaces dynamiques en déprise, avec les questions d'intervention. On va avoir aussi une attente similaire de ces gestionnaires du porté à connaissance, de la compréhension de l'histoire ancienne des sites. Et là, on va travailler sur des documents d'information qui vont prendre, par exemple, l'exemple de documents de romans graphiques ou d'expositions ponctuelles sur les usages paysans auparavant et sur l'origine des paysages. Partage des actions, des expérimentations de suivi. L'idée, c'est de mettre en place des suivis à long terme accessibles, faisables par les gestionnaires et qui soient les mêmes sur les différents sites. Alors, sinon, j'avais mis développement de la recherche, donc appliqué. Bon, là, il est ER parce que la phrase de départ, c'était développement de la recherche avec le souhait de l'appliquer avec les acteurs locaux, c'est-à-dire de répondre à des attentes concrètes. En fait, quand on a monté le projet, on a fait le listing des attentes concrètes des gestionnaires, des élus, des propriétaires de sites pour définir et aussi nos questions de recherche. Et puis, ça permet aussi de travailler à la fois sur de la faisabilité à court terme, sur des questions concrètes de fauche, d'intervention, de gyrobroyage, de suivi ponctuel, d'évaluation ou de communication, mais aussi de viser peut-être de manière utopique un optimum à long terme et d'envisager, par exemple, des travaux avec la remise en place d'agriculture locale, de circuits courts sur certains espaces littoraux, aujourd'hui en déprise. Bon, voilà, c'était un exemple du projet qui est en cours d'élaboration et qui vient de démarrer. Merci. Merci beaucoup, Erwan, pour cette présentation. Maud voulait ajouter des petits éléments. Oui, je voulais juste... merci beaucoup, Erwan. C'était très clair et intéressant. Et avant de prendre vos questions, je voulais simplement dire que là, pour le coup, côté Agence bretonne de la biodiversité, par rapport aux autres projets qui ont été présentés, on pouvait apporter notre dont un projet comme celui d'Erwan peut être accompagné par l'Agence bretonne de la biodiversité. Donc, tu l'as cité, hein, mais c'est vrai que l'accompagnement, il a été surtout du point de vue administratif pour l'appui ou à la présentation, enfin à la réponse à l'appel à projet FEDER, connaissance de la région Bretagne. Et c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu pour d'autres projets. En fait, Charlotte et moi, on réceptionne régulièrement régulièrement, plus ou moins régulièrement, ça dépend, mais des idées de projets ou des volontés qui viennent soit plutôt des acteurs de la recherche, soit plutôt du réseau des gestionnaires. Et ça peut émerger de différentes manières. Parfois, ça émerge aussi de groupes de travail ou de dynamiques collectives de gestionnaires ou de chercheurs qui sont déjà en place sur les territoires. En l'occurrence, ce qui existe aussi en lien avec le projet d'Erwan, c'est une dynamique de gestionnaires qui se réunit qui réunit tous les 2 ans sous la forme d'un événement qui s'appelle les rencontres Restops, dont Jérôme pourrait témoigner, puisque Jérôme Savchuk de l'UBO aussi accompagne et pilote même, mène cet événement depuis plusieurs années. C'est un petit groupe de gestionnaires d'espaces naturels plutôt affiliés à la gestion des falaises littorales qui se réunit tous les 2 ans pour échanger sur leurs pratiques de gestion, leur savoir-faire, mais aussi leur expertise et puis leurs besoins en termes de suivi scientifique sur leur site. Et donc, il y avait la thèse effectivement d'Erwan en parallèle de ce regroupement de gestionnaires, mais plusieurs gestionnaires qui sont dans la dynamique Restops étaient déjà associés aux travaux de thèse d'Erwan et sont associés puisque le projet a démarré maintenant au projet FEDER qu'Erwan nous a présenté. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ce croisement des dynamiques aussi et qui permet de renforcer un projet de recherche comme celui-là. Et côté agence,
nous, voilà, on réceptionne des besoins et on a toute une équipe d'ingénierie qui a une expertise sur le montage de projets, la veille financière. Donc, en fait, voilà, notre accompagnement, il se traduit comme ça. Moi, je me suis contentée, par exemple, sur ce projet, de relire le projet, mais plutôt sous un angle technique et de faire éventuellement quelques mises en relation complémentaires. Mais ma collègue Mathilde Lefranc a été vraiment sur la partie administrative et a pu faire des recommandations aussi à Erwan sur ce qui pouvait être intéressant de mettre en avant pour faciliter le passage en fait en commission FEDER derrière à la région. Voilà, c'est simplement les compléments que je voulais apporter pour vous montrer la manière dont l'agence intervient. Et c'est vrai que en imaginant un futur document, ou sans parler de guide méthodologique, mais un futur document qui pourrait retracer un peu la manière dont une idée se retranscrit en projet, peut être accompagnée, et comment les liens peuvent se tisser autour, et de l'émergence du projet jusqu'à sa valorisation, ce type d'accompagnement pourrait être cité parmi d'autres. On n'est pas les seuls, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Erwan avant de passer à la dernière partie de ce webinaire? On a un auditoire pas très bavard, mais bon. Et attentif. Ok, merci Erwan encore. Et donc, s'il n'y a pas de questions, en fait, on voulait vous donner la parole sous forme d'échange un peu libre. En fait, c'est vrai que ce que j'ai pas dit peut-être tout à l'heure en préambule, c'est que le groupe de travail, initialement, sur le renforcement des collaborations entre gestionnaires et chercheurs, c'était une demande vraiment du terrain, enfin, qui venait du réseau des gestionnaires d'espaces naturels. Parmi les membres de ce GT, en fait, il y a eu une participation active d'acteurs de la recherche, et finalement de plus en plus active, presque au détriment des gestionnaires. Enfin, c'est pas au détriment, mais c'est-à-dire que les acteurs de la recherche qui nous ont rejoints ont été très proactifs, en fait, au fur et à mesure, ont vraiment enrichi les débats, et finalement, on, on ressent toujours qu'il y a beaucoup d'envie, et puis surtout une observation qui est très claire, c'est que les gestionnaires, vous restez des acteurs avec une expertise forte, qui avaient beaucoup d'idées, qui est en mesure de conduire, de mener aussi des projets scientifiques, et en fait, notre souhait, en fait, c'est que le groupe de travail, qui maintenant va se retranscrire peut-être plus en une forme de cellule de suivi des projets de recherche-action dans les espaces naturels, puisse aussi s'enrichir de vos apports à vous, gestionnaires. Et puis, on a vraiment besoin, on souhaite en tout cas que vous soyez... que vous vous sentiez libre et légitime, en fait, à exprimer vos besoins en matière de recherche. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est cette parole qu'on souhaitait ouvrir, en fait, en fin de webinaire. Alors, c'est peut-être pas toujours évident de prendre la parole comme ça à chaud, mais si vous avez des envies, des souhaits, n'hésitez pas. On peut là en discuter avant de clôturer ce temps de webinaire. Ça peut être aussi un mail plus tard si vous préférez des discussions bilatérales. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole? Zéro besoin, ils savent tous, ils ont toutes les clés pour gérer, évaluer la gestion. Christine. Vas-y, Christine. Ouais, je me permets de prendre la parole. En fait, moi, je suis ce groupe de travail de manière un peu, comment dire, un peu à part ou en parallèle par rapport à ce que vous avez présenté, parce que là, dans le groupe de travail que vous avez présenté présenté surtout les relations concrètes entre un gestionnaire d'espace naturel et les chercheurs, notamment avec mes collègues du 56, où Bretagne Vivante est déjà active sur des territoires particuliers. Moi, ce que je trouvais intéressant, et c'est pourquoi j'ai souhaité participer à ce webinaire, donc c'est un peu une forme
De témoignage, mon intervention, c'est plus que en fait, certaines associations comme Bretagne Vivante sont porteurs de stratégies de conservation à des échelles régionales qui sont les plans nationaux d'action ou les déclinaisons régionales des plans nationaux d'action. En fait, dans ce cadre-là, on n'est pas directement gestionnaire d'un site. Par contre, on a en charge sur des territoires donnés, donc qui sont déterminés par le PNA ou l'espèce concernée par le PNA, donc qui sont en fait sur des espaces. Et souvent, ce sont des espaces qui sont aussi gérés, par exemple, des réseaux Natura 2000, ou bien même parfois, on a la chance que ça soit dans les réserves naturelles. Et donc, dans ce cadre-là, je trouve que ces stratégies que sont les PNA, il y a tout un volet connaissance qui, moi, j'essaye de le développer en lien justement avec les laboratoires de recherche parce que je trouve que c'est des bonnes opportunités, en fait, ces stratégies nationales ou les déclinaisons régionales, ces stratégies régionales, de pouvoir de les utiliser aussi comme des espaces de laboratoire pour le lien recherche-gestion. L'objectif d'un PNA, c'est évidemment les actions concrètes, donc généralement de la restauration d'habitat. Parce que même si c'est un PNA espèce, ça passe toujours par la restauration des habitats de cette espèce. Et voilà, donc en fait, c'est une stratégie spatiale, c'est une stratégie d'action, mais qui repose aussi sur de la connaissance. Et je trouve que c'est un bon outil en fait pour développer le lien avec la recherche, parce que souvent les PNA, on dit que c'est des actions. Et donc, du coup, souvent, et même c'est parfois la position des services de l'État qui nous disent c'est bon, on connaît tout, maintenant il n'y a rien à savoir, faut faire les actions, point à la ligne. Et en fait, non, c'est aussi des potentiels de développement en fait, de volets de connaissances. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi, et c'est pour ça que j'ai participé aujourd'hui, de pouvoir intégrer ces stratégies spatiales, même si elles ne sont pas directement en lien avec un gestionnaire. Moi, je ne suis pas gestionnaire d'un espace naturel, je suis en lien avec les gestionnaires d'espaces naturels qui mettent en place la restauration des habitats pour l'espèce sur laquelle je travaille. Voilà, c'est un lien supplémentaire en fait. Merci Christine pour ce témoignage, effectivement hyper intéressant. Il y avait d'autres souhaits. Marion, tu as levé la main, puis Sébastien. Et il y aura un commentaire à faire remonter peut-être. Je suppose que Sébastien, c'est sur le même sujet. Je suppose on aurait pu faire à deux voix. Une troisième personne qui pourra intervenir sur le sujet. Ouais. Est présent. Donc du coup, en fait, pour dire que, oui, les PNA, ça peut être une opportunité en fait pour mener des projets en fait de recherche action. Donc on a un exemple en fait concret, c'était sur le PNA Panico-Vivipar, qui a permis en fait le cofinancement d'une thèse. Donc c'était cofinancement université PNA. Sur l'écologie, la biologie, la génétique de l'espèce, et puis c'était en lien avec les gestionnaires en fait des sites actuels en fait de l'espèce, mais aussi avec une vision de volonté de restaurer en fait des stations historiques, voire en fait procéder en fait à des introductions. Donc il y avait aussi des tests. Donc c'est vrai en fait que c'est des cadres en fait qui permettent à un donné d'avoir aussi cette complémentarité en fait d'approche, puisque c'était en fait finalement un trio, un coordinateur de CBN qui était là en fait pour coordonner en fait le PNA, qui avait identifié en fait un besoin d'apport de connaissances en fait nouvelles sur des thématiques assez pointues, qui du coup est passé par un partenariat avec la recherche, mais depuis le début c'était en fait en lien avec les gestionnaires en fait d'espaces naturels. Donc c'était en fait pour dire oui, c'est un cadre assez intéressant pour agir ensemble. Et juste pour ajouter un mot, le partenariat recherche permet d'aller chercher des financements qui permettent de répondre aux objectifs du PNA. Et donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, voilà, le PNA apporte une partie de financement, la recherche en apporte une autre. Ça ouvre des portes pour aller en chercher ailleurs. Et puis voilà, à la fin, ça permet d'avoir à la fois une docteure, Pauline, salut Pauline, et puis les données pour le PNA, et puis les actions pour le gestionnaire. Donc c'est vraiment, ça peut être très positif. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience également. Ah, il y a un petit écho. Je te laisse prendre la parole. Non, mais c'est que je voulais faire juste dire à l'oral, s'il y en a qui ne l'ont pas lu, le commentaire d'Olivier Audras,
qui fait appel à des chercheurs sur le thème des espèces exotiques, des plantes exotiques envahissantes, et notamment sur les ENS. Et du coup, Olivier, pour le coup, ça vaut le coup d'aller regarder dans l'annuaire si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont mis espèces exotiques envahissantes, alors soit dans les mots-clés de leur motivation, il faudrait faire une recherche en texte libre, mais peut-être aussi dans les thématiques, enfin je ne sais plus comment. En tout cas, il y a du monde sur ces sujets qui se sont identifiés, pas que plantes, mais aussi le reste des espèces. Il faudra peut-être faire une petite recherche, mais je me le note en parallèle. Revenir vers toi si j'ai des éléments intéressants. Est-ce qu'il y avait d'autres souhaits d'intervention? Alors, on n'a pas forcément prévu cette année avec Charlotte de relancer une campagne comme on l'a fait l'année dernière en septembre 2024, une campagne de recensement des besoins auprès du réseau des gestionnaires d'espaces naturels d'une part et du réseau des acteurs de la recherche avec lesquels Charlotte est en relation d'autre part. Tout simplement parce qu'on a déjà beaucoup de projets en fait de recherche-action que l'on suit en interne et qui sont en émergence et qui nous arrivent ou qui démarrent cette année. Ça reviendra peut-être après 2026, 2027. Donc, ce webinaire, c'était plutôt un peu l'occasion de glaner des informations complémentaires à cette campagne qu'on avait conduite l'année dernière. S'il n'y a pas d'autres souhaits de prise de parole, on peut peut-être conclure en rappelant, alors que vous trouverez beaucoup d'informations donc, dans la dernière, en tout cas ce qu'on a présenté aujourd'hui, et de nouveau rappelé, résumé dans la dernière actualité qui est sortie donc hier sur notre site internet. Je vous ai mis dans le chat les liens vers 3 articles qui se rapportent en fait aux travaux du groupe de travail. Un premier article qui se concentrait sur la rencontre entre les gestionnaires et chercheurs qui avait été organisée en 2023. Un deuxième article, je l'ai dit tout à l'heure, qui fait état des travaux menés sur les 2 premières années du groupe de travail. Et puis le troisième, c'est celui qui apparaît donc à l'écran. À chaque fois, vous avez les liens qui renvoient vers les documents, les résultats d'études, enfin les rapports en fait d'études vers l'annuaire aussi. Donc tout est dans ces 3 articles. Je vous invite à les lire dans l'ordre, en fait, à la limite. Mais si vous ne souhaitez pas les lire dans l'ordre, vous pouvez aussi commencer par le tout dernier et puis vous remontrer. En tout cas, il y a beaucoup de matière dedans. Et ce que je voulais aussi rappeler, c'est que au-delà de ces outils, de ces études qu'on a menées depuis 2022, des travaux du groupe de travail, en fait, les collaborations entre gestionnaires et chercheurs, elles sont un peu, elles se retranscrivent vraiment de différentes manières. Charlotte a tout à l'heure cité les temps d'événements et de rencontres. Par exemple, j'en profite pour faire un petit rappel sur 2 journées qui vont avoir lieu très prochainement à destination du réseau des gestionnaires d'espaces naturels, mais qui sont ouvertes aussi aux acteurs de la recherche, à différents experts. On a une première journée qui est consacrée à la gestion et restauration des tourbières, le 30 septembre prochain à Comana, et une deuxième qui est consacrée à l'évaluation de la naturalité des espaces naturels qui aura lieu à Châteaubourg dans le 35, donc justement sur la forêt de la Corbière, dans le département du Vilaine est gestionnaire. Et donc, la première journée, c'est en collaboration avec le Parc naturel régional d'Armorique. Et ces 2 temps, vraiment, sont une occasion de croiser les expertises, les pratiques, les savoir-faire et de faire aussi un état des connaissances scientifiques entre gestionnaires et chercheurs. Donc, nous aussi, à l'Agence bretonne à biodiversité, on a cette mission de valoriser aussi ces collaborations à travers aussi ces événements qui peuvent derrière, d'ailleurs, déboucher à des initiatives qui vont favoriser l'émergence de nouveaux projets de recherche-action. Voilà, on voulait terminer par ça. Je pense qu'on vous a tout dit, on voulait vous transmettre en tout cas ce matin. Et on reste évidemment à votre disposition à l'issue de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions ou voilà,
en tout cas même pour un temps d'échange au besoin. Sur l'accompagnement qu'on peut proposer. Et ce webinaire a été enregistré, donc on le mettra également, voilà, on vous renverra vers l'enregistrement de ce webinaire et on renverra le réseau des gestionnaires vers ce webinaire également. Ben, merci à tout le monde. On tient le timing, on avait dit qu'on finirait à 12h30, du coup, bon appétit et au plaisir d'échanger sur vos besoins, vos idées de projets, etc. Merci beaucoup.